Vous vous rappelez du rappeur aux cheveux longs Moha Lasquale? Donc à la base, il était en prison pour V contre les femmes. Il a des et là il est parti dans une crise de démence. Et pour des faits de... Et là, il y a quelques jours, il est sorti de sa grotte, il a balancé sur Instagram qu'en fait, il était déjà libre depuis août. Je vous aime la mif, j'ai été libéré en août, j'ai encore besoin d'un peu de repos. Comment ça se fait qu'il était libéré en août? Il était condamné à 4 ans en 2024. Les juges, le Coran de la Mecque, des crèmes, frérot. Ils m'ont dit, ouais, mon garçon, si la France aujourd'hui te donne une chance, faut bien la saisir. T'as capté ou pas? Même le mot culot, il en rigole. Et il y a déjà plus de 280 000 likes. Comme si Internet disait, bon allez, on oublie le passé. Et au final, tout le monde va aller voir ses concerts, ils vont le soutenir. Et puis s'il y a des sales connes qui vont venir pour manifester, on va les dégager, hein. On sait comment ça se passe avec les mecs qui sont condamnés pour sur les femmes. Alors je rappelle que Moha Lasquale, donc c'est le mec qui était en haut de l'affiche en 2018. Des millions de vues, c'était l'égérie de Lacoste. Son quartier dans le 20e de la Banane a été transformé en un décor de clip. Ah, on pensait tous qu'il allait vivre la vie de rappeur à succès, qu'il allait faire des films, parce qu'à la base, il a fait les cours Florent, aïe aïe aïe. Être ou ne pas être. Toutes les meufs étaient amoureuses de lui et de ses chansons d'amour. Et je rappelle quand même que dans ses chansons, il disait « Ce soir, ma belle dit non, non, non ». Ce soir, ma belle dit non, non, non. Et donc, dès 2019, il commence à avoir son premier incident, où il insulte des flics en pleine rue. Je vais rien faire, j'ai le droit. Avant, rien faire. J'ai le droit. Ah, le mode berserk était activé. En 2020, c'était l'épisode Rodéo urbain, où il roule à fond dans Paris avec la police qui le course. Ah, vraiment, ambiance Fast and Furious 17 pris en flag. Il manque même de renverser une gamine de 9 ans. On est des vrais, nous. Après, il a pas pris grand-chose, à peine 6 mois, et en plus, tiens, avec un bracelet enfermé à domicile. Ah, donc on découvre que oui, c'est un nerveux avec la police. Mais si seulement ça s'arrêtait à la police. Et donc c'est à ce moment-là qu'arrive le hashtag « Balance ton rappeur ». Après ces plaintes, le parquet de Paris ouvre une enquête. Sur les réseaux sociaux, un nouvel hashtag est lancé « Balance ton rappeur ». Et donc une comédienne d'un de ses clips et puis une dizaine d'autres témoignages racontent des relations qui ont viré au cauchemar avec lui. En tout cas, il m'a les cheveux, il m'a touché sans mon accord. Des violences psychologiques, des gifles, jalousie maladive, étranglement, avec un oreiller. Avec un oreiller. Et 6 femmes finissent par réellement porter plainte, officiellement. Tous racontent à peu près le même schéma. Donc au début, il va être très gentil, très mielleux apparemment, puis après, il va devenir très jaloux. Moha, c'est le prince charmant au début et il devient l'ogre en fin de soirée. En fait, ça se produisait de plus en plus fréquemment et les violences augmentaient au fur et à mesure des semaines. L'une de ses ex, Luna, explique même qu'elle a financé ses premières séances studio. Et après, voilà, j'ai payé des sessions de studio, moi, j'ai avancé de l'argent. Et que lui, en échange, il l'a menacé. Ouais, je vais ramener des mecs du quartier, ils vont on va te mettre dans une cave, ils vont tous Je sentais mes yeux sortir de mes orbites, je ne pouvais plus respirer, je me suis dit, purée, ça va finir comme ça en fait. Et le truc prend tellement de l'ampleur que la marque Lacoste, déjà, elle coupe les ponts, elle arrête son partenariat avec lui. Alors que c'était le premier rappeur qui a eu un partenariat avec Lacoste. Le truc dont tout le monde a rêvé, c'est lui qui l'a eu. Mais même là, Lacoste, ils se sont dit, non mais nous, nos crocodiles, ils sont violents, mais pas à ce point-là. Et pourtant, lui, il jure sur tout qu'il n'a jamais levé la main sur une fille. Ah, le pied, le coude, le front, mais jamais la main. Après les premières accusations, il poste même sur Instagram une photo où il se moque de la meuf qu'il a accusée. Il dit que c'est un complot contre lui et il écrit « Où la menteuse, elle est amoureuse ». 10 ans d'âge mental. En plus, il fait un coup sale où après ces accusations, il revient donc chez son ex Luna pour la filmer en direct. Et c'est tellement malsain comme ambiance, il est chez elle, il veut pas partir et il dit juste « Non, je te filme ». Pendant que l'autre, elle parle à sa maman, elle lui dit qu'elle a peur. Oh la menteuse, putain. Putain, mais c'est grave, heureusement que je filme. Ou alors, heureusement que je filme. La mec, c'est filmé, hein. Tu dis que je t'ai mis des cookies, c'est filmé. Oui. Bref, c'est filmé. Il filme et tout, parce qu'il dit que je suis une menteuse. Ouais, bien sûr que je filme. Bien sûr que je filme, frère. Et donc ça devient beaucoup plus sérieux. En 2021, il est mis en examen pour V, agression S et menace de séquestration. Il est donc en jugement, il a l'interdiction de quitter le territoire, qu'il ne respecte pas du tout. Ah, il part direct en cavale low cost. Et en décembre 2023, il se fait arrêter à la frontière entre l'Allemagne et la Pologne, car il avait un mandat d'arrêt européen. Ah, ça rigole pas. Et finalement, en juillet 2024, c'est le procès. Donc 6 plaignantes, et Moha décrit comme un mec jaloux, impulsif, colérique, parano. Donc la cour ne l'a pas vraiment vu comme un artiste torturé sur ce coup-là, alors que
Pourtant, il s'est bien joué de sa peine. Non, elle l'a vu plutôt comme un mec dangereux, hein, et surtout avec une dépendance à toutes les drodros. Et donc, il prend 4 ans de prison, dont un avec sursis. Mais du coup, vu qu'il a déjà purgé 2 ans et demi en détention provisoire, en fait, d'après les articles que j'ai lus, c'est ça qui explique qu'il soit déjà libéré en août, là. Moi, perso, j'ai pas trop compris les calculs. Mais en tout cas, ça y est, il prépare déjà son retour. Alors, ça parle d'un album, ou alors déjà d'un film dans lequel il aurait le premier rôle, enfin, après son repos. Frère, t'as été en prison pendant 1 an. Qu'est-ce que t'as fait à part te reposer? Mais moi, ce qui me choque le plus, c'est ces coupes de cheveux, frère. Ça y est, PNL, c'est fini, l'époque est passée. Fais quelque chose avec ça. J'avoue, moi aussi, ça fait au moins 2 semaines qu'il faut que j'aille chez le barbier. Mais en tout cas, il va pas se reposer très longtemps, hein, parce qu'il est dans la dumps niveau thune. Ah, il est fauché. Et d'ailleurs, il n'y a pas que lui, hein. C'est comme la plupart des artistes au final. Je suis sûr que souvent, tu vois des artistes, genre souvent des rappeurs avec un disque de platine, des sables de luxe avec une Lamborghini garée derrière eux qui brille. Donc forcément, toi, tu te dis, ah ouais, eux, ils nagent dans le fric. Non, absolument pas. Ce truc de la musique, c'est mort. Je vous le dis, tous les musiciens sont fauchés. Il n'y a que quelques artistes dans le game qui gagnent vraiment de l'argent. Donc tout ce que vous voyez, c'est pas réel. Avant, je me disais vraiment, pourquoi tout le monde a de l'argent et moi j'ai pas d'argent? C'est parce que je suis indépendant? Mais la vérité, c'est que personne n'avait d'argent. Mais ils te le disent pas, parce que le boulot du label, c'est faire comme si t'avais de l'argent. Je suis sorti de l'industrie de la musique, parce qu'il n'y a plus d'argent dans l'industrie de la musique. Je peux te montrer direct. Spotify m'a envoyé un papier. J'ai 1 milliard de streams, ok? Mon éditeur m'appelle, je lui dis, allez, explique-moi, ça fait combien d'oseille? Et il me dit, ça fait même pas 45 000 $. Quelqu'un peut m'expliquer comment tu peux faire 1 milliard de streams et pas toucher 1 million de $? Ça n'a aucun sens pour moi. Est-ce que tu sais que certains de tes artistes préférés, ceux qui paraissent super riches, mais là en ce moment là ils sont en train de bouffer des nouilles alors qu'ils étaient dans le top des charts et tout. Par exemple Robin Thicke, tu te rappelles de ce mec en 2013? Ah c'est simple, tu pouvais pas allumer une radio sans te faire gifler par Blue Red Lines. Le truc est resté 12 semaines numéro 1. Certifié diamant, record d'audience radio. Ah t'as Pharrell Williams et T.I. en guest avec des mannequins à 2 minutes derrière eux dans le clip, ça a fait beaucoup parler, dont Emily Ratajkowski. D'ailleurs que le monde entier a découvert grâce à ce clip. Parce qu'en plus de ça, toutes ces filles ont fait une version du clip où elles étaient complètement en walpé. Et aujourd'hui, Emily, bien sûr qu'elle regrette ce clip, elle dit qu'elle n'aurait pas dû le faire, mais excuse-moi, c'est l'histoire, c'est la vie, c'est comme ça que tu t'es fait connaître. Mais c'est vrai qu'au-dessus donc de ce tube monstrueux, les paroles, elles sont assez hardcore. Ah, elles sont démontées par des accusations. Ils disent en fait que ça glorifie la culture du V, l'objectification des femmes. Dans les paroles, c'est tout le temps genre, ah, je sais que tu le veux, je sais que tu veux ça. Sans trop demander l'avis, quoi. Mais Robin, lui, tout ce qui l'intéressait, c'était la gloire. C'est bouleversant et merveilleux. Je suis incroyablement reconnaissant. Puis arrive le deuxième moment qui a finalement détruit sa réputation. T'as les MTV VMAs 2013 avec Miley Cyrus. Et Miley sort en mode post-Disney démoniaque. Elle a une tenue microscopique, elle twerk sur Robin comme si elle essayait de l'invoquer. La vidéo devient super virale, mais pas de la bonne manière. Parce que Robin, le mec, déjà, il est marié, puis il est beaucoup plus vieux. Et le monde entier regarde ça comme en mode ok, ce type est définitivement super malsain. Et donc là, ça commence à l'allumer. Et en 2014, sa femme, qui était avec lui depuis 9 ans, elle le quitte. Et les rumeurs d'infidélité explosent, surtout après une photo où il touche une autre femme exactement là où il ne faut pas la toucher. Je peux toucher oh. Donc Robin, il panique parce qu'il veut récupérer sa femme, il comprend qu'il a fait des conneries donc il veut se repentir, mais il choisit une mauvaise façon pour le faire. Et il commet l'acte le plus professionnellement suicidaire de toute sa carrière. Il sort un album entier pour reconquérir sa femme. Alors en France, on a Elie Semoun qui a fait ça. Ça n'a pas mieux marché. Hein. J'ai écrit tout un album en environ 1 mois. Parce que j'avais beaucoup sur le cœur. L'album est dédié à la femme qui l'a inspiré. Et son album lui a dit « Non, ne le sors pas !» Et Robin lui dit « Si, je le sors. » Et donc du coup, il le sort tout seul et c'est un flop monumental. 530 ventes au Royaume-Uni, 24 000 ventes aux États-Unis. Ah, c'est un crash d'une violence biblique. Et le pire, c'est que son ex, Paula, elle revient même pas. Ah non, ça empire au contraire parce qu'elle demande le divorce pile cette année-là. Et ensuite, comme si ça suffisait pas, Robin se retrouve poursuivi par la famille de Marvin Gaye pour plagiat. Parce que oui, dans sa chanson, il y a un sample de Marvin Gaye, en plus avec la mélodie, avec des paroles modifiées. Pendant la déposition de cette plainte, il avoue ce que tout le monde soupçonnait, c'est qu'il était constamment foncedé tout le temps. Étiez-vous ivre ou sous drodro quand vous avez fait l'émission de chez Oprah? Oui, j'étais défoncé ivre à chaque interview de l'année dernière. Et donc, ils perdent le procès, ils doivent verser des millions à Marvin Gaye, enfin sa famille. Et puis la vie décide de le tabasser encore plus. En 2016, son père Alan Thicke
meurt d'une crise cardiaque. Et 1 an plus tard, son manager meurt aussi d'une crise cardiaque. Et ensuite, ça continue parce que sa femme dépose une ordonnance restrictive contre lui, l'accusant de violence conjugale et de tromperie et de consommation excessive de drogue. Donc, elle lui empêche d'aller voir ses enfants. Elle révèle à tout le monde qu'il a eu 7 relations non protégées avec d'autres femmes pendant la tournée de Blurred Lines et qu'il l'aurait poussé et frappé à plusieurs reprises. Et puis, le pire, c'est que ça continue. En 2018, sa maison de Malibu brûle dans un incendie. Vous voyez, les incendies, comme il y a tous les ans à Los Angeles, il n'a pas échappé. Il perd tout, même le piano sur lequel il a écrit sa première chanson. Donc, symboliquement, c'était un peu la fin du Robin Thicke qu'on connaissait. Alors aujourd'hui, il a une nouvelle campagne, il a 3 enfants et une vie beaucoup plus stable. Mais sa carrière musicale, elle est jamais revenue. Il est passé de méga star à une caution morale d'un épisode raté de Black Mirror. Et malheureusement, ça arrive souvent. Il y en a, ils se font dépouiller par des contrats pourris, d'autres qui ont juste pris les pires décisions de leur vie. Mais la fin, malheureusement, elle change jamais. C'est tout le temps des rêves brisés, des carrières pourries et des comptes bancaires qui sont en coma profond. Alors un maximum de likes si vous êtes content que mon œil commence à se soigner un peu et que cette conjonctivite parte le plus rapidement possible parce que j'en ai marre. Et dis-moi, si par exemple t'es coincé dans cet avion-là pendant un vol de 10 heures, tu choisis quel siège, hein? Et dites-moi, êtes-vous prêt à découvrir les artistes qui ont tout perdu le plus bêtement possible? Alors, c'est parti! Vous vous rappelez de Iggy Azalea? Celle qui a essayé d'être un peu la Nicki Minaj blanche. C'est l'histoire d'une ascension fulgurante. Et puis après, suivi d'un crash qui ferait rougir SpaceX. En 2014, elle domine toute la planète des charts avec son tube Fancy. Numéro 1 pendant 7 semaines, 1 milliard de vues, des collabs qui explosent, Black Widow, Problème. Donc on s'est tous dit, allez, ok, voilà la prochaine gigastar du rap. Mais malheureusement, l'industrie a appuyé sur le bouton éjecter. Et Iggy s'est retrouvée dehors, mais sans parachute. Elle a fini par vendre toutes ses musiques et annoncer qu'elle prend une retraite musicale. Mais le plus fou, c'est que tous ces problèmes, en réalité, ils ont été engrainés bien avant son carton de Fancy. En fait, revenons en 2011. Elle sort une mixtape avec un morceau qui s'appelle Drugs, où elle balance une punch mais totalement folle. Quand la course démarre, je suis un maître d'esclaves en fuite. Et dans le clip, elle mime un geste de fouet. Wapa! Et on dirait qu'à l'époque, personne n'avait capté. Mais quand elle explose en 2014, Internet ressort ça. Et le hip-hop se retourne contre elle, mais instantanément. Cette meuf dit qu'elle est maître d'esclaves en fuite. Elle fait un geste de fouet dans le clip. Et ça s'arrête pas là, parce qu'il y a des vieux tweets qui ressortent d'elle. Des trucs très racistes et très hmophobes. Je viens de voir 5 hommes se faire arrêter devant Popeye. #stéréotype. Popeye, c'est un peu l'équivalent de KFC pour ceux qui connaissent pas. Ou alors un autre tweet. Quand les mecs se chuchotent à l'oreille, je trouve que ça fait un peu H. Donc toutes les communautés s'enflamment, elle doit annuler un gros show et sa réputation s'effondre. Puis arrive l'épisode qui a officiellement tué tout son capital street cred. C'est les freestyles. Il y a des vidéos d'elle qui rappe, qui tournent et c'est catastrophiquement gênant, quoi. C'est Malaise TV direct. Donc à la radio, l'animateur lui demande un freestyle en direct. Et on la voit paniquer, tu vois, comment elle joue avec son gobelet. Et t'as T.I., le rappeur qui était son manager, qui ressemble à un prof, tu sais, qui sait à l'avance que son élève va rater une récitation. Parce que le monde entier regarde, elle est paparazzi, mitraille. Et on fait briller ta soirée quand on débarque. Je te jure, en freestyle tellement faible, on dirait ChatGPT, il peut faire mieux. Et à partir de là, c'est la chute libre. En 2015, elle annule sa tournée d'Arena pour vente catastrophique. Elle se bat avec le monde entier sur Twitter. T.I., son manager, coupe les ponts, disant qu'il en a marre de nettoyer derrière elle. Et sa carrière devient une traversée de désert. Plus personne ne veut collaborer avec. Les gens, ils peuvent liker tes photos, mais ça veut pas dire qu'ils vont t'envoyer leur couplet. D'un coup, ils sont tous occupés ou ils veulent faire la prochaine chanson. Mais ils sont pas dispo. Elle sort encore quelques sons qui marchent un peu, mais impossible de recréer le succès de Fancy. Et donc en 2021, elle annonce une pause. En 2022, elle vend tous ses droits et tout son catalogue musical à Domain Capital. Et en 2024, elle prend officiellement sa retraite musicale. Et c'est à ce moment-là qu'elle se dit, en fait moi, pourquoi je me suis fait connaître ? C'est pas pour mes skills de rappeuse, non. Mais je me demande, mais pourquoi je me suis fait connaître ? Qu'est-ce qui m'a démarqué ? Est-ce que par hasard, ça serait pas mon huc ? Et bingo, donc, du coup, comme plein de meufs qui sont dans la dumps, elle a ouvert un OnlyFans. Et en réalité, elle gagne à balle d'oseille là-dessus. Après, elle, son corps, il y a un vrai effet Insta vs Reality. Je vais mettre sur mon Telegram des photos de son OnlyFans. Attention, c'est du plus 18. Et je vais mettre les vraies photos prises par des paparazzi pour que vous puissiez comparer les deux corps. Pour que vous fassiez votre avis. Est-ce qu'elle mérite vraiment autant d'oseille sur OnlyFans ? D'ailleurs, t'as le patron de OnlyFans qui s'est versé 701 millions de dollars de dividendes de l'année dernière. Et depuis 2021, il s'est déjà versé
rapporté 1,8 milliard de dollars. Tout ça grâce à la plateforme. Je vous jure, il faut que j'ouvre un compte sur OnlyFans. Là, en septembre, elle a apparu dans le live de Kai Cenat pour faire la promo d'ailleurs de son OnlyFans. Et donc depuis, voilà, elle gagne encore beaucoup plus d'oseille là-dessus. Mais c'est quand même un des cas les plus spectaculaires d'un artiste qui a connu les sommets, qui s'est fait exclure de son propre milieu. Ah, vous vous rappelez de Lil Bow Wow? Ah, c'était la star internationale. Ah, c'était incroyable. Moi, je rêvais d'être lui quand j'étais petit. Snoop Dogg l'a découvert à 6 ans. T'as Jermaine Dupri qui le signe à 13 ans et le mec sort un album triple platine direct. Moi, à 13 ans, je collectionnais des cartes Pokémon. Lui, il collectionnait des millions de dollars. Vous vous rappelez tous de son premier single, Bow Wow Wow Youpi-Yon Youpi-Yay, en feat avec Snoop Dogg. Il a joué dans Magic Basket. Magnifique comme film. Ensuite, il a joué dans Roll Bounce, Lottery Ticket. Il a des deals, des films, des shows. Bow Wow, du coup, c'était devenu plus qu'un rappeur. C'était une franchise, tu vois. Il avait son propre MCU. Mais entre le glow-up et la vie d'adulte, l'argent commence à s'évaporer. Parce que bien sûr, avec le temps, le public commence à se lasser. C'est plus un petit qui rappe. Il fait beaucoup moins de ventes, beaucoup moins de concerts. Il est invité nulle part dans aucun film. L'oseille commence à redescendre. Et puis arrive en 2017, l'année où Internet l'a crucifié. Aux États-Unis, ils ont eu un truc qu'ils ont appelé le Bow Wow Challenge. Et tout ça, c'est parti de lui qui a fait de la merde. En fait, à un moment donné, le gars, il devait prendre un avion et il poste une photo sur Instagram et il met jet privé, vibe de milliardaire. Sauf qu'il y a un fan sur Twitter qui l'a cramé dans son propre avion où il était assis en classe économique. Il a mis, mon frère, on est littéralement dans le même avion et c'est un vol Delta. Et effectivement, c'était vrai. Enfin, c'était vrai que c'était faux. Et même Bow Wow, plus tard, dans une interview, il l'a avoué. Je me suis fait attraper. Ouais. Je faisais du faux flex. Je me suis fait attraper. Je voulais montrer que j'ai toujours de l'oseille, alors que j'étais juste en classe éco avec tout le monde. Je peux pas l'expliquer plus que ça. Je n'y avais pas réfléchi. Et quelqu'un m'a cramé, donc quelqu'un qui était dans l'avion avec moi. Qu'est-ce que je peux dire? Il m'a eu. Mais vous savez combien de rappeurs mentent, hein? Vous m'avez attrapé une fois, hein? Mais je le ferai plus jamais ça, ok? C'est fini. Et donc là, Internet, ça a explosé. Le Bow Wow Challenge est né. Donc les gens ont publié des photos de fake luxe, mais version Wish. Sauf que derrière toutes ces blagues, c'était le vrai Lil Bow Wow qui dérapait. D'ailleurs, après, il est devenu juste Bow Wow parce qu'il était plus Lil. Et donc on découvre qu'il louait la plupart de ses voitures de luxe, qu'il avait été poursuivi plusieurs fois pour des shows non payés et qu'il devait des milliers aux impôts. Ah ouais, il avait un budget qui ressemblait plus à un stagiaire non payé qu'à une superstar. Et dans les interviews, Bow Wow, il explique pourquoi il mentait. Maintenir l'image de je suis riche était plus importante que d'être riche. Parce que dans l'industrie musicale, l'apparence égale la monnaie. Et pour un enfant star, montrer la moindre faille, c'est signer son arrêt de mort médiatique. En réalité, son histoire, c'est vraiment la tragédie classique des enfants stars. Trop de lumière, trop tôt, aucune éducation financière, aucune pause pour réfléchir ou planifier. On l'a mis dans l'industrie avant même qu'il sache conduire. Il n'a jamais eu d'adolescence. Il a jamais eu un adulte qui lui a dit « Eh frérot, mets 10% de côté, parce que le rap, c'est pas un CDI. » Et quand ton identité entière dépend du fait d'avoir, le jour où tu n'as plus, il se passe rien. Lil Bow Wow, c'est ce qui arrive quand tu deviens une marque avant d'être une personne. Alors, tu te rappelles de Sean Kingston, le petit gros joufflu, là, hein? C'est à 17 ans qu'il a sorti son tube méga international, Beautiful Girl. Ah, ça a instantanément transformé toute la planète en karaoké géant. Ah, en 2007, tu pouvais pas entrer dans un bus, un magasin, un ascenseur sans entendre You way too beautiful girl. Pour les droits d'auteur, je suis obligé de doubler au cas où. Et donc, pendant très longtemps, ce mec-là, c'était le mec. Un crossover pop reggae, des collabs avec Justin Bieber, Nicki Minaj, des hits qui tombent comme des feuilles d'automne. Et il vivait la vie d'artiste. Ah, c'était tournées, bijoux. Il vivait dans des méga villas, bagnoles, MTV, le starter pack complet de la méga star, quoi. Sauf que tout ça, c'était un château de cartes en pleine tempête. Et donc là, il y a pas longtemps, en 2024, sa villa en Floride se fait défoncer par le SWAT. Ah, c'est pas la police municipale, ça. Ah, donc t'as des mecs casqués qui arrivent chez lui en mode Call of Duty. Et en fait, t'as des documents du tribunal qui révèlent qu'il aurait monté avec sa mère un système de fraude à grande échelle. En fait, il avait des bijoux jamais payés, des voitures exotiques, du matos high-tech, un écran télé à 150 000 $. C'est quel type d'écran, ça? Et c'est pas juste un « Oups, j'ai oublié de payer ma facture ». Non, le truc, c'est qu'il fonctionnait avec des faux virement bancaire, histoire de convaincre les vendeurs qu'il avait de la thune, et puis hop, on reçoit la marchandise et on disparaît. Après le taxi basket, lui c'est la vie basket. Je mange, je cours, mais avec une Bugatti. Et donc Kingston est arrêté en Californie, puis il est extradé. Sa mère est arrêtée en Floride. Son avocat dit que tout ça c'est un malentendu. Oui, c'est comme quand tu déposes un diamant malencontreusement dans ta poche sans faire exprès. Et donc Sean Kingston au final, il n'est pas juste tombé. Ah, il a plongé la tête la première. Ah, il a mis des cailloux dans ses poches pour descendre encore plus bas. Et le plus fou, c'est qu'il n'a même pas essayé de le cacher.
caché. Selon les plaintes, il utilisait sa célébrité comme une carte de fidélité premium. Il aurait promis des concerts qui n'existaient pas, commandé du matos sans intention de payer. Il a même utilisé le nom de Justin Bieber pour obtenir des équipements. Imagine, tu travailles dans un magasin et t'as Sean Kingston qui arrive qui te dit « Ouais, salut, en fait, j'aurais besoin de cette télé à 150 000 $, c'est pour Justin. » Et donc Sean Kingston, le roi des hymnes d'été, a fini dans les gros titres. Mais du mauvais côté de la une. Donc là, il est en prison, il a des dettes de malade, et sa carrière, elle est vraiment terminée. Alors, B.O.B., vous connaissez le rappeur? Ou alors, je suis sûr que vous connaissez au moins des couplets qu'il a fait avec plein de gens super connus. Moi, je kiffais vraiment, je connaissais des couplets par cœur. Donc, c'est l'histoire d'un mec qui aurait dû finir en Hall of Fame du rap pop. Et au final, il a fini sur TikTok à expliquer que la Terre est plate. Mais avant ça, il avait tout. En 2010, son album The Adventure of Bobby Ray, il explose. Il a des hits avec Bruno Mars, Hayley Williams, Rivers Cuomo. Il a son couplet avec Jesse James dans Money, Money, Money. À chaque morceau, c'était un hymne de l'été quelque part. Sauf que derrière ces refrains qui cartonnent, son compte bancaire vivait la famine. Les chèques ne checkaient pas du tout. Et il l'a dit lui-même. Le plus important, c'est pas juste avoir de l'argent, mais savoir comment le garder. Donc lui, dans sa carrière, il a vite signé chez Atlantic Records. Et comme beaucoup, il a découvert la règle d'or de l'industrie. Quand tu crois que tu as signé un contrat, en fait, c'est le contrat qui t'a signé. Il n'était propriétaire de rien. Pas de sa musique, pas de ses revenus. Lui, il balançait des singles de platine, mais son compte bancaire, il restait au point mort. Et plus il sortait de hits, plus son label s'enrichissait. Lui, il regardait juste l'argent passer comme un bus qu'il avait raté. Et dans une interview, il expliquait, quand t'es artiste et que tu signes un deal, derrière quelqu'un vient forcément pour ton publishing. Même si tu ne composes pas. Parce que quelqu'un doit faire de l'argent sur toi. Et finalement, il a craqué, donc il a quitté Atlantic. Il est devenu indépendant et il a vendu sa musique directement aux fans. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il a commencé à gagner sa vie. Mais c'est quand même ouf, parce qu'une des voix les plus reconnaissables de 2010 a dû repartir de tout zéro pour toucher des vrais revenus. Il n'avait pas le droit à aucun morceau de son catalogue, ni dans les concerts, ni nulle part. Ça devrait être un scandale mondial, mais non, en fait, c'est juste la norme de l'industrie. Et ce qui rend encore plus triste son histoire, c'est qu'à la base, on vendait B.O.B. comme l'exemple parfait de la réussite. Le gars qui a réussi à allier pop et rap. Le rappeur intelligent qui mélange les genres, qui fait des hits avec tout le monde. Sauf que la pression pour faire des tubes radio lui a coûté sa créativité. Et quand il a voulu parler des vrais sujets profonds qu'il voulait, son label est regardé en mode non frérot, retourne sur ta planète. Et quand il est enfin devenu indépendant, du coup, il a pété un câble. Il rappe sur des conspirations, des théories de complot, sur le gouvernement et sur la Terre plate. Ouais, c'est un platiste. Alors, il y en a plein qui disent que c'est à cause de son échec que son cerveau a vrillé, mais en fait, ça se trouve, c'est ce qu'il pensait depuis le début. Et c'est juste l'occasion pour lui de parler librement pour la première fois de sa carrière. Et Sisqó, mon frère, ça te dit quelque chose? L'homme qui a offert au monde The Tong Song. Tong, tong, tong. Je vous jure, à chaque fois que je mets des tongs, je pense à lui. Alors, c'est un morceau qu'on a écouté tous en 99. Alors qu'on n'avait aucune raison d'écouter ça à 10 ans. Après 10 ans, je parle de moi, parce que ça se trouve, il y en a, ils étaient même pas nés à cette époque. Le truc était si absurde, si ridicule, mais si génialement catchy que Sisqó, il est devenu une star internationale du jour au lendemain avec ce tube. Le mec avait tout. Les cheveux blonds platine façon Eminem sous Red Bull, des vêtements qui brillaient plus que la Tour Eiffel en mode fête nationale, des performances révoltées, et donc Unleash the Dragon cartonne. Il est partout. Mais le problème avec le dragon, c'est que parfois ça crache de la flamme et tu peux cramer ta carrière à toi. Parce que bien sûr, derrière la folie, les hits, Sisqó, il a fait face au double boss final du rap game. C'est les labels et les droits d'auteur. Et donc Sisqó ne possédait même pas la majorité du The Tong Song. Assez absurde, mais pourtant c'est ça. Au départ, les producteurs, ils voulaient sampler Eleanor Rigby, mais ils ont esquivé ce copyright. Et Sisqó, lui, il a voulu mettre les paroles inspirées de Living la Vida Loca de Ricky Martin. Et donc ses producteurs à l'époque, ils lui disent « Frérot, fais pas ça, on va se faire fumer ». Et Sisqó, lui, il est en mode dragon, il est en mode oh, « T'inquiète, je gère ». Et donc bien sûr que Desmond Child, le compositeur de Living la Vida Loca, il possède la majorité des droits d'auteur de The Tong Song aujourd'hui. Oui, donc un mec qui n'a jamais porté de string sur scène, lui, il possède la majorité de Tong Song. Parce que oui, The Tong Song, en fait, ça parle de string. Donc Sisqó, lui, en fait, il a reçu un forfait fixe plus quelques miettes des royalties. Et il a même dit plus tard, à un moment, mes chèques de droits d'auteur, je les voyais partir ailleurs. Ah, mon frère, il était pas en train de partir, non? Il courait 100 mètres devant toi. Mais Sisqó, il vivait comme si l'argent tombait du ciel. Des tournées, des vidéos hors de prix, des looks futuristes. Il est en mode, je suis immortel, je suis une méga star. Sauf que,
bah les hits se sont arrêtés, le label a changé de priorité, les albums suivants n'ont pas marché, et donc Sisqó il est passé du statut star international à galérer pour remplir un show à la foire à la saucisse. Et bah c'est ça le drame des mecs à un seul tube. Tu fais le titre que tout le monde connaît, tu fais un morceau qui tourne encore sur les TikTok même 26 ans après, mais si les droits, la licence, les samples ça t'appartient pas, bah t'es juste le mec qui a chanté la chanson et qui ne touche pas le pactole. Alors, des millions étaient gagnés avec The Tong Song. Les labels, les producteurs, les compositeurs, les ayants droit, tout le monde a mangé. Et Sisqó, lui, il a eu la portion enfant. Plus tard, il a reconnu qu'il a fait de mauvais choix, qu'il avait aucune stratégie financière, et c'est le cas d'école parfait du mec qui explose beaucoup trop vite, sans plan pour atterrir. Alors dis-moi, t'as écouté lequel de ces artistes? Parce que je suis sûr que durant cette vidéo, à chaque fois que tu voyais un nouvel artiste, tu te disais « Ah ouais, mais c'est vrai, il devient quoi, lui? Il est pas mort. » Bah voilà leur destin tragique. Alors mes Yagadou, mettez un maximum de likes pour jamais je connaisse un destin aussi tragique. Moi, c'est pour ça que je bosse tout le temps. Alors s'il vous plaît, max de likes. Dans les commentaires, mettez-moi aussi d'autres artistes que vous aimeriez savoir qu'est-ce qu'il est devenu. Moi, en tout cas, je vous fais un maximum de Yagadakis et j'ai déjà hâte de vous retrouver à la prochaine vidéo qui va arriver, mais très bientôt. Yeah. Allez.